fait pendant 4 ans et demi du pair programming à temps complet. Ça veut dire que lorsque j'arrivais le matin, j'avais pas mon ordinateur qui était en fait un ordinateur à moi, mais c'était plutôt un ordinateur, une machine que je partageais avec un autre collègue qui était mon binôme. Je peux être un bon développeur, mais ça veut pas dire que je suis un bon binôme. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des développeurs qui étaient brillants, mais dans le binômage, ils n'étaient pas aussi brillants que dans la partie technique. Il y a des développeurs qui disent « moi je ne souhaite pas travailler en fait sur de legacy ». Et ça m'a toujours surpris. Pour moi, le développeur, notre travail au quotidien, c'est vraiment travailler avec le legacy. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec Oussam Faky, qui est le CTO de La Combe. Merci Oussam d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité, Pierre. Bah écoute, c'est avec plaisir. Je commence le podcast par un petit clin d'œil à Mervyn Gilly, qui est notre tech advisor à Kaibi, et c'est lui qui nous a mis en relation. On a pas mal de connaissances en commun, mais voilà, c'est lui qui s'est dit tiens, ce serait pas mal un podcast avec Oussam, et c'est une bonne idée. Donc merci de l'avoir accepté, et c'est un podcast qui va m'inspirer aussi à titre personnel, parce que La Combe et Kaibi, c'est des sociétés qui ont un métier très très similaire. Donc du coup, dans ton rôle et la manière de l'aborder, des choses sans doute inspirantes, des deux côtés de cet échange. Effectivement, ouais. Oui. Donc voilà. Comment t'es arrivé à ce poste ? Alors c'était fin 2016. Ouais. Moi, avant, j'étais chez Arola. Je travaillais en fait chez Arola, et après, les dirigeants de Arola ont décidé de créer une nouvelle boîte, La Combe du Lion Vert, et fin 2016, ils m'ont proposé ils étaient en réflexion sur la création de la boîte, et ils m'ont proposé de prendre le rôle de CTO. Du coup, j'ai accepté parce que c'était un challenge assez intéressant en fait pour moi. Et 2017, c'est là où... T'as réfléchi ou t'as failli pas le prendre ou t'as réfléchi 2 secondes ? Non, derrière, j'ai réfléchi, j'ai commencé tout de suite à me projeter un peu pour voir parce que lorsqu'on on démarre en fait une aventure, et on démarre cette aventure dès le début, du coup, il faut mettre en place un modèle, une culture, des objectifs un peu. Qu'est-ce que j'ai envie de... parce qu'il y a le rôle, il y a le poste, mais après derrière il y a surtout comment j'ai envie en fait d'animer ce rôle-là, et c'était plutôt ce type de réflexion que j'ai commencé en fait d'abord à réfléchir en fait à ce type de comment j'ai envie en fait plutôt d'assumer de jouer en fait ce rôle de CTO, qu'est-ce que j'ai envie en fait de mettre en place, la culture que j'ai envie de créer, le modèle technique, un peu qu'est-ce que j'ai envie d'apporter. En occupant en fait ce rôle-là. Et alors du coup, en 2016, dans ces réflexions et dans ces projections, tu te dis quoi ? Tu te dis, c'est quoi les différentes casquettes sur lesquelles tu te projettes ? C'est quoi les projets sur lesquels tu te projettes justement ? Elles amènent à quoi ces réflexions ? Ouais. Alors, au début, en fait, il faut savoir pourquoi on crée cette boîte-là. Ouais. Parce que derrière, en fait, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'en gros, je vais créer en fait une boîte, je vais plutôt en fait être CTO. Du coup, il faut en fait un peu discuter avec les dirigeants pour savoir, eux, en fait, d'un point de vue business, qu'est-ce qu'ils ont envie en fait plutôt de mettre en place. Et puis derrière, comment moi, en tant que CTO, sur la partie en fait un peu technologique, comment je pourrais en fait les accompagner, les aider, travailler en fait avec eux pour mettre en place ce modèle-là. C'était en fait plutôt cette partie-là. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, les dirigeants, c'est pas la partie technologique qui, bien sûr, ils s'intéressent au craft parce que ils ont déjà travaillé en fait sur ce thème-là côté Arola, qu'ils ont créé en fait une culture, une boîte. Et maintenant, en fait, avec La Combe, on reste dans le craft, mais plutôt on va s'intéresser. Au tout début, je parle vraiment au lancement en fait de La Combe. Nous, en fait, ce qui nous intéressait, c'était de travailler avec des profils qui ont une expérience jeune avec tout ce qui est craft, et qu'on essaye vraiment de leur proposer une formation où ils vont suivre en fait ce training, et puis derrière ils vont plutôt se lancer, je dirais, en fait dans le monde du craft. Du coup, mes réflexions c'était comment en fait je peux
mettre en place un peu en fait le modèle, la culture qui nous permet d'accompagner des personnes avec une expérience jeune pour qu'ils vers une expertise expertise craft, je vais y arriver. Exactement, ouais. C'était en fait un peu ça. Ok, du coup pour ceux qui connaissent pas Arola, Lacombe, société de services spécialisée dans le développement sur des écosystèmes Java, .NET, voilà, Java, et très très orienté par les bonnes pratiques et le software craftsmanship ou software craft. Voilà, craftsmanship. Alors pourquoi software craft? Alors software craft parce que craftsmanship ça fait man, c'est plutôt en fait voilà trop orienté en fait vers les hommes et la communauté. Alors je parle pas de la communauté française, mais la communauté européenne plutôt. Ils ont pris la décision vers 2018-2019 de retirer en fait la partie manship et qu'on reste en fait sur craft. Ok, qui est pas une notion genrée du concept. Exactement, ouais, voilà. En fait, craft c'est plus inclusif, on va dire en fait pour tout le monde. Ok. Ouais. Après, voilà, en fait, il y a la partie craft. Moi, encore quand même, j'aime beaucoup parler de l'extreme programming parce que je reste très attaché quand même au concept de l'extreme programming, mais encore en fait sur la partie craft. Ok. Alors du coup, si je comprends bien, quand tu prends le poste du CTO, l'une des casquettes et une des grosses casquettes, elle va être très orientée. Comment j'accompagne des juniors vers de l'expertise, bonne pratique et craft. Donc il y a une grosse casquette formation en fait. Oui. Alors, il y a la casquette formation, mais encore, en tout cas moi lorsque j'ai commencé, il y avait en fait la casquette recrutement qui était importante pour moi. Cette casquette-là, je l'avais déjà parce que lorsque je suis arrivé chez Arola, moi je me rappelle, je dirais en fait même pendant toute ma carrière, mon employeur principal, lorsque j'ai passé mes entretiens de recrutement, j'ai jamais écrit une ligne de code. Et j'ai toujours trouvé ça trop bizarre. C'est-à-dire qu'en gros, enfin, je sais pas, je suis arrivé en fait chez Arola en 2011. Jusqu'à 2011, on n'avait pas, on passait des entretiens de recrutement sans écrire une ligne de code. Et ça m'a toujours surpris. C'est pour ça, lorsque je suis arrivé chez Arola et qu'on m'a proposé de faire des entretiens de recrutement, mon premier objectif, c'était vraiment de un peu proposer cet exercice de écrire du code pour les candidats. Et j'ai travaillé beaucoup sur ce modèle en fait de recrutement. Et quand j'ai commencé en fait l'aventure en fait Lacombe, j'ai commencé d'abord à regarder un peu le modèle de recrutement parce que c'était en fait vraiment pour moi quelque chose qui était important et la partie formation bien sûr. Du coup comment parce qu'effectivement donc Arola plutôt recrutement senior, l'expertise est là et Lacombe plutôt junior gros potentiel. Tu l'adaptes comment c'est pas le même process de recrutement, c'est pas le même fil, c'est pas les mêmes exercices. Non, c'était pas c'est quoi les différences en fait dans l'approche? L'approche, c'est que côté en fait Lacombe au démarrage, ce qui nous intéressait, c'était plutôt le potentiel. Ok. Alors du coup, comment tu l'évalues au travers du code, ce potentiel-là? Alors ça, en fait, j'ai beaucoup réfléchi. Alors je donnerai pas en fait l'exercice parce que voilà, en fait, ça restera la recette. En fait, je dirais en fait magique côté en fait Lacombe. Mais voilà, les candidats ont toujours fait en fait d'excellents retours. Mais quand même en fait pour répondre en fait à la question. Alors, il y a plusieurs écoles en fait dans la partie recrutement parce que moi j'ai binômé en fait avec pas mal de collègues, que ce soit côté Arola ou côté en fait Lacombe par rapport à ça, et je trouve que personnellement j'aime pas par exemple les exercices qui sont très difficiles, très complexes dans les entretiens de recrutement. C'est quelque chose que j'évite. C'est-à-dire qu'en gros, j'aime pas non plus en fait les exercices qui sont très exercices science-fiction, j'appelle ça, ou imaginaires. Je préfère vraiment partir sur des exercices simples, mais qui sont riches en problématiques. Et derrière, je vais voir, en fait, en quelque sorte, comment le candidat il va répondre, qu'est-ce qu'il va, en fait, plutôt, quelle solution il va apporter, les questions qu'il va poser. Et c'est ça qui va m'intéresser. Et pour ça, j'essaie, en fait, vraiment tout le temps de partir sur des exercices simples, mais qui soient en même temps riches en problématiques. Alors, c'est pas facile de les trouver. Moi, j'en ai en fait quelques-uns. Du coup, vous en avez plusieurs ou vous en avez un? On en a plusieurs. Il y en a un qui est en fait assez connu, et après derrière qui est animé en fait d'une manière différente, parce que
Parce qu'il y a plusieurs consultants recruteurs. Voilà, il y a déjà en fait plusieurs. Les candidats en fait ne sont pas en fait tous pareils, et des fois pour moi quand même l'art d'animer en fait un bon entretien de recrutement, c'est en quelque sorte s'adapter aux candidats, et surtout ne pas s'attendre en fait à avoir. Ça veut dire qu'en gros, lorsque je reçois quelqu'un dans un entretien de recrutement, ce qui m'intéresse en fait avant tout, c'est de découvrir lui quelle solution il va apporter. Du coup, dans ma tête, j'aime pas en fait arriver dans un entretien de recrutement et avoir quelque chose de prévoir quelque chose. Dire en fait, j'aimerais que le candidat puisse travailler sur cette solution, ou en fait qu'il propose ça. Du coup, je viens sans attente particulière, et tout ce que je fais, c'est de découvrir un peu le candidat, qu'est-ce qu'il va faire. Ça, en fait, c'est pour moi essentiel lorsque je suis en fait en entretien de recrutement. Après, la particularité à la comp, c'est que... Parce que si tu as des attentes et que et qu'on répond pas aux attentes, en fait, c'est raté. Tandis que si tu n'en as pas, tu t'adaptes aux réponses du candidat, quoi. Et c'est injuste pour le candidat, parce que je vais dire, en fait, pour tous les exercices qu'on pourrait en fait proposer, ça reste des katas. Hein. C'est le candidat, en fait, derrière, on n'a pas une seule solution. Et puis, c'est important de voir qu'est-ce que le candidat, en fait, va faire. Et puis derrière, donner en fait le temps au candidat de présenter un peu sa solution, parce qu'au début, si jamais en fait tout de suite il va partir sur une solution en fait différente, et que nous on a envie en fait vraiment qu'il fasse une solution qu'on a en tête, derrière on va en quelque sorte l'empêcher. Orienter. Ouais. Voilà, en fait, exactement. Okay. Et pour moi l'exercice faire passer des entretiens de recrutement, c'est encore l'occasion de découvrir, en quelque sorte d'apprendre des candidats. Et c'est vrai en fait que dans la pratique, j'ai beaucoup appris des candidats que j'ai pu voir en fait en entretien de recrutement. Et donc tu fais passer tous les entretiens ou à la comp, je pense qu'au début, en fait, oui, en fait, c'était quelque chose, c'était très important pour moi, très important de vraiment assister à tous les entretiens de recrutement. Et c'est quelque chose que je l'ai fait. Alors il y a la partie animée des entretiens de recrutement qui est en fait une activité que j'aime bien, parce que derrière, j'ai pu le voir un peu avec un seul exercice, en l'animant d'une manière en fait différente, comment les candidats peuvent donner en fait des réponses en fait différentes. Il y a des sessions en fait que j'ai adorées. Je me rappelle en fait d'une session, si en fait les participants écoutent ce podcast, ils vont penser à ça. Tu veux donner des noms ou pas ? Oui, c'est les étudiants de l'ESJ. Ils se connaissent en fait de toute façon. Voilà, en fait, c'était une excellente en fait session. Et là, pour le coup, c'était un exercice qui était en fait un exercice que j'utilisais pas beaucoup pendant en fait les entretiens de recrutement. Et j'ai adoré en fait cette session-là. Du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est que pour la partie entretien de recrutement, cette partie en fait d'animer et de voir un peu comment en fait les candidats vont répondre, elle est en fait importante pour nous, parce que ça va nous permettre en fait d'apprendre pas mal de choses en tant qu'évaluateur encore. Et moi, oui, en fait, pour répondre, parce que j'ai perdu un peu le fil, la question c'était est-ce que je participe à tous les entretiens de recrutement ? Du coup, oui, il y avait en fait la première partie, c'est que j'aime bien animer les exercices des entretiens. Puis après, derrière, ce qui est vrai, c'est que pour le candidat encore qui va venir et qui participe à l'entretien de recrutement dans l'objectif en fait de faire partie en fait de la boîte, c'est important de rencontrer en fait ces candidats, parce que ça permet en fait d'établir en quelque sorte un contrat tout de suite avec le candidat. On vient, on discute. Moi, dans les entretiens de recrutement, j'ai pas des questions pièges. Du coup, derrière, je fais en fait un travail important pour rassurer en quelque sorte les candidats en fait qui participent, parce que naturellement, lorsqu'on arrive dans un entretien de recrutement, c'est comme un peu lorsque je suis arrivé, tu m'as accueilli, tu m'as présenté un peu qu'est-ce qu'on va faire, le micro, et tout ça, ça permet quand même de rassurer en fait la personne, et rapidement le setup, lorsqu'il est bien fait, ça te permet en fait de te libérer, de discuter. Et dans un entretien de recrutement, c'est pareil. Lorsque les candidats vont arriver, il faut prendre le temps de les accueillir, de leur expliquer ce qu'on va faire. Après, des questions pièges, moi ça m'intéresse pas, parce que derrière, avant tout, en fait, je rencontre les candidats, et pour moi, c'est comme un peu lorsqu'on fait de l'architecture. C'est-à-dire qu'en gros, le candidat, il est là, il souhaite passer un entretien de recrutement. Moi, je souhaite recruter quelqu'un,
Et pour faire en fait un bon recrutement, il faut en fait faire un bon casting en quelque sorte. Faut qu'il y ait une bonne alchimie. Exactement, ouais, voilà, inspiré en fait de l'alchimie, qui est en fait un thème très présent en fait dans la Combe du Lion Vert. Les salariés de l'entreprise, ils ont choisi le nom alchimiste, et du coup en fait on parle des alchimistes de la Combe du Lion Vert. Et puis derrière, donner en fait encore le maximum d'informations pour les candidats, pour que ces candidats puissent prendre en fait la bonne décision. Du coup, voilà, en fait, pour moi, lorsque je viens en fait et que j'ai envie de participer aux entretiens de recrutement, il y a la partie animation, il y a la partie rencontre des candidats, et puis derrière, en fait, le suivi encore, parce que les personnes, en fait, ils vont arriver à la Combe du Lion Vert, ils vont progresser dans leur carrière avec nous, et je trouve en fait que le fait d'être présent à l'entretien de recrutement permet un suivi meilleur. Alors ça, c'est encore vrai lorsque encore on est en fait à la création, on est au lancement, mais bien sûr lorsque la boîte commence en fait à grandir, faut savoir en fait déléguer et demander en fait à d'autres personnes de faire passer des entretiens de recrutement, ce qui est le cas aujourd'hui. Et alors du coup, comment t'as passé le flambeau? Comment tu l'as organisé cette passation de flambeau? Parce que du coup, faut garder l'esprit, la manière, Ouais. Le niveau de sélectivité, détecter le potentiel. Ouais. Voilà. Comment ouais. t'as organisé le passage de flambeau? Alors c'était en binôme. C'est-à-dire qu'en Ouais. gros, voilà, en fait, à un moment donné, je binômais avec d'autres personnes, et puis derrière, il observait en fait un peu ma technique en fait d'animer un entretien de recrutement. Bien sûr, moi, mes attentes, c'est pas qu'ils animent comme moi j'anime, parce que c'est pas intéressant. Chaque personne anime en fait l'entretien de recrutement comme il souhaite l'animer. Après, derrière, il faut juste se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on a envie d'évaluer sur cet entretien de recrutement. Et sur cette partie-là, il y a des discussions, parce que lorsqu'on binôme ensemble, à la fin de la session, on va débriefer en quelque sorte pour évaluer, en fait, voir nos avis par rapport aux candidats. Est-ce qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord? Et des fois, c'est vrai, en fait, que on binôme, et puis derrière, ça m'est arrivé avec mes binômes d'avoir des alchimistes qui avaient, en fait, une bonne analyse, des fois, du potentiel du candidat, mais le résultat de l'évaluation était un peu des fois pas désaccord, mais en désaccord avec, en fait, je dirais, en fait, les points. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un lui dit « Ah là, ça va pas, là, ça va pas, là, ça va pas », et à la fin, tu dis quand même « J'aimerais, en fait, continuer, en fait, avec lui ». Oui, des fois, au tout début, lorsqu'on binômait, on a eu, en fait, ce type, en fait, de situation. Et empiriquement, tu binômes combien de fois avec quelqu'un? Une fois, deux fois, trois fois pour passer le flambeau? Ça dépend, il n'y a pas de... Ça dépend, je pense, en fait, des personnes. Il y en a qui peuvent animer, en fait, tout de suite, parce que des fois, en binomant encore, dans le binomage, on pourrait binômer en l'observant. Ça veut dire qu'en gros, quelqu'un qui fait, par exemple, un entretien de recrutement pour la première fois, il pourrait, en fait, par exemple, être observateur. Mais moi, ce que je dis tout le temps, tu es observateur, mais après, si tu souhaites poser des questions, n'hésite pas, parce que notre objectif à la fin, c'est de répondre à la question, est-ce qu'on souhaite avancer avec le candidat ou pas? Et du coup, là, en fait, j'observe, mais je participe. Alors, lorsque je dis je, c'est plutôt l'alchimiste, hein, il participe pour la première fois, il observe, et une fois qu'il se sent prêt, moi, en fait, là, c'est moi qui va observer un peu comment, en fait, il anime, derrière, si tout va bien, et puis après, il faut pas non plus, en fait, se poser, en fait, plein de questions. Derrière, au niveau de l'animation, ça veut dire qu'en gros, il y a des personnes qui peuvent avoir assez peur, qui ont besoin, en fait, de répéter plusieurs fois. Et d'autres, au contraire, voilà. Et d'autres, des fois, qu'il faut les calmer parce qu'ils se sentent peut-être prêts, voilà, en fait, à animer, en fait, tout de suite. Et là, c'est intéressant quand même de binômer avec eux, parce qu'il y a une grande différence entre dire, je souhaite animer, et une fois qu'on est en fait vraiment en train d'exercer cette partie, en fait, en train d'animer cet entretien de recrutement, des fois c'est pas évident. Expliquer des choses simples, ou des fois, par exemple, il y a des candidats qui vont faire une implémentation, sauf que l'implémentation, elle est bien, mais quel type de questions on va poser encore au candidat? Parce que l'objectif, c'est pas non plus de lui dire ce qu'il faut faire, mais plutôt en fait poser des questions pour voir et évaluer le potentiel du candidat. Et c'est vrai que des fois, si on observe, on dit c'est facile, mais une fois qu'on va animer, on va se rendre compte que c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a en fait quand même un acteur majeur qui est inconnu, qui est le candidat.
Et les candidats, il y a des candidats qui peuvent nous rendre en fait la vie très facile dans des entretiens. Il y en a d'autres qui peuvent nous rendre la vie difficile dans l'animation. Du coup, c'est vraiment un exercice qui est très cool. En fait, moi, j'aime beaucoup, en fait, en tout cas, être en contact avec les candidats parce que ça me permet encore d'avoir, je dirais, un feedback en fait de l'état du marché. Et ça me permet en fait de voir les candidats. Ça me permet à moi de binômer en fait avec d'autres alchimistes, même si, comme j'ai dit, en fait, là maintenant, en fait, après 5 ans d'existence, 5 ans, un peu plus de 5 ans. T'en fais moins, quoi. Voilà, j'en fais beaucoup moins, ouais. Ok. Et donc du coup, alors je vais dire, si t'en fais moins, tu t'occupes plus de la formation, mais non, la formation, ça a été donc une casquette qui est arrivée assez vite. Oui. Le recrutement, tu m'as dit, c'est le recrutement prépondérant, mais la formation, c'est venu très très vite aussi, cette casquette formation. Ouais, la casquette formation, en tout cas, j'avais pas trop le choix parce que fallait recruter, mais en même temps, fallait commencer en fait à préparer la formation. C'est-à-dire qu'en gros, fin 2016, on a commencé en fait on a parlé de la combe, et le temps passe vite. Et derrière, en fait, on a déjà en fait commencé à réfléchir au modèle, le training, qu'est-ce qu'on a envie en fait de mettre dans ce training-là, la durée en fait du training, parce que derrière, faut dire en fait qu'il y a un coût en fait derrière quand même par rapport à ce training-là. Puis après, il y a le contenu et c'était un gros training. Hein. Oui, c'était 4 semaines. C'était 4 semaines. Ouais, c'est vraiment, en fait, c'était 4 semaines. Et après, derrière, je pense, en fait, qu'on a commencé, en fait, les préparatifs début 2017. Et je sais qu'on a fixé, en fait, comme date le 29 mai 2017. Moi, la date m'a arrangé parce que c'était pas loin de mon anniversaire. Du coup, derrière, j'ai dit, c'est bon, quand voilà. C'est quand? Parce qu'on n'est pas loin du... non, c'est passé, en fait. Passé. C'est passé. Mais voilà, en fait, c'est juste, en fait, que... j'ai dit, bon, voilà, en fait, c'est pas loin en fait, de mon anniversaire, pourquoi pas, ça pourrait en fait être intéressant. Et derrière, fallait en fait bien fixer quand même une date pour faire un rétro-planning et commencer en fait les préparatifs pour ce training-là. Du coup, une fois que la date est fixée, on avait en fait les 4 semaines de training et il fallait commencer en fait à préparer ça. Heureusement, j'étais pas seul pour préparer en fait ce contenu et j'ai travaillé avec des coachs qui en fait à l'origine étaient des coachs en fait plutôt Arola parce que voilà en fait, on leur rend hommage avec leur petit bien nom. sûr, ouais, en fait. Alors si j'oublie en fait des personnes, ils vont me vouloir, mais je vais essayer de me rappeler en fait de tout le monde. Alors il y avait Germain Soumier qui faisait partie des coachs, les premiers coachs, Thomas Ployon, il y avait Dora Bartaguise, il y avait Yvon Felizo. C'était en fait les 4 coachs au tout début qui ont participé vraiment en fait à la première version en fait du training. Alors c'est possible que j'ai oublié une personne peut-être, mais je pense pas. Mais, il nous excusera. Oui, voilà. Il ou elle nous excusera. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il y avait dans ce programme? Alors sur les 4 semaines, j'avais envie vraiment en fait de travailler en fait. C'est-à-dire qu'en gros, derrière, voilà, moi j'applique un principe sur tout ce que je fais en fait dans ma vie, que ce soit professionnel ou personnel, c'est diviser pour régner. Du coup, 4 semaines, pour ces 4 semaines-là, j'ai pris en fait chaque semaine et j'ai considéré chaque semaine comme une itération, un module en fait à part. Alors, l'idée en fait, c'était vraiment parce que voilà, même 4 semaines, on va pas en fait non plus rentrer dans les détails des différents sujets. Du coup, en fait, l'idée, c'était vraiment en fait d'aller voir en fait les bases et donner à tous les alchimistes ou futurs alchimistes qui vont suivre ce training-là les bagages nécessaires ce bagage en fait nécessaire qui va leur permettre de créer en fait de la valeur et de créer en fait un impact positif en fait en clientèle. Du coup, en fait, il y avait des thèmes, voilà. Moi, ce que j'aime, en fait, lorsque je présente ou je parle du training, c'est tout le temps, je parle, en fait, des familles, en fait, de compétences. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis dit, en fait, lorsque j'ai commencé vraiment, en fait, à réfléchir à ça, j'ai dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ce training-là? Et je me suis dit, lorsque j'ai commencé ma carrière, alors moi, mon background, c'est pas un background informatique. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait, en fait, 5 ans d'études en biomédical. Et pendant ces 5 ans d'études en biomédical, pendant mon stage, en fait, alors j'ai préparé en fait un DEA, mais là maintenant en fait c'est l'équivalent, c'est Master 2.
c'est pendant mon stage de DEA que j'ai découvert en fait la partie développement. Et j'ai fait un projet en fait sur le développement, et c'est comme ça que j'ai décidé vraiment de basculer. Voilà, en fait, et de refaire un diplôme en informatique, en développement, diplôme d'ingénieur en informatique. Et puis 2006, c'était en fait le début de ma carrière où j'ai commencé à travailler sur des vrais projets. Avant, j'ai fait de la recherche. C'est pour ça. Alors, voilà, en fait, que je parle des vrais projets, des projets en fait dans la société, dans la boîte. Enfin, dans des boîtes sur des projets concrets. Alors, du coup, en fait, ce que j'ai dit, en fait, c'est que qu'est-ce que je peux mettre dans ce training-là? Et comme objectif, c'était vraiment, en fait, de dire, OK, moi, pendant ma carrière, des fois, j'ai mis, je sais pas, 2 mois, 3 mois pour apprendre des choses. Sur d'autres points, j'ai mis peut-être 2 ans, 3 ans. Sur d'autres sujets, j'ai peut-être mis 3 jours, 4 jours. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de faire un concentré de mon expérience, les choses où j'ai mis beaucoup de temps pour les apprendre, et encore demander aux autres coachs de faire pareil. Du coup, on a voulu en fait vraiment sur ces 4 semaines de training de prendre un concentré des expériences en fait des différentes personnes, et plutôt en fait de proposer en fait un peu ce concentré d'expérience pour d'autres personnes, dont l'objectif c'est de donner une accélération pour leur carrière, c'est de leur faire gagner du temps, parce que pour moi en fait c'est quelque chose d'intéressant en fait, d'important. C'est-à-dire qu'en gros en fait, voilà, en fait on va travailler avec des personnes juniors, on va essayer en fait de leur donner ça. Alors le piège, c'est un piège, on dit en fait. C'est pas une piège. Des fois en fait je pourrais, mais voilà en fait c'est que des fois il faut pas non plus que pour lorsqu'on est en fait en train de partager en fait notre expérience, de imposer en fait notre expérience à d'autres personnes, et accepter que si jamais je partage mon expérience avec un développeur junior, qu'il pourrait en fait lui avoir en fait une carrière qui va en fait être une carrière plus rapide que ma carrière. Ça en fait il faut l'accepter, et c'est quelque chose que j'avais en tête. C'est-à-dire qu'en gros, moi je savais que lorsque on va proposer ce training de 4 semaines, on va avoir en fait des personnes qui peuvent avoir en fait vraiment une carrière qui va rapidement, c'est-à-dire qu'en gros ils vont avoir un parcours plus rapide. Tu donnes des clés pour ouvrir des portes plus vite. Exactement. Et du coup les 4 thématiques sur les 4 semaines, c'était quoi? Il y avait 4 gros blocs? Alors les 4 blocs, il y avait en fait un blog, j'appelle ça une famille de compétences. C'était en fait sur tout ce qui est en fait bonne pratique de développement. C'était en fait comment écrire du clean code. Il y avait en fait dans cette famille-là encore, je parlais de tout ce qui était DD, un peu en fait de BDD. La deuxième famille de compétences, c'était toute la partie expertise technique. C'est-à-dire qu'en gros, souvent en fait dans les communautés en fait craft, on pourrait oublier que l'expertise technique est encore en fait importante. Si moi en fait par exemple je développe avec un IDE, on va dire IntelliJ, maîtriser en fait les raccourcis, c'est quelque chose de très important. C'est encore en fait il y a en fait la partie Java. Si en fait je développe avec Java ou si je développe avec C#, maîtriser les bases du langage de programmation, savoir en fait un peu les nouveautés, c'est quelque chose de très important. Il y a encore, je sais pas si par exemple je développe avec un langage de programmation par objet, il faut maîtriser les bases de la programmation par objet. C'est pareil pour la programmation fonctionnelle. Du coup, dans cette deuxième famille de compétences, il y a en fait un peu la maîtrise des outils, IDE, les langages, tout ce qui est Git encore. Ça, en fait, il y avait toutes ces compétences-là. Il y avait une troisième famille de compétences qui concernait l'agilité. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, en fait, savoir un peu l'agilité. Alors, les cérémonies, c'est important, mais surtout pourquoi on fait les daily, par exemple. Pourquoi il faut chercher en fait un feedback rapide. Et c'était plutôt sensibiliser les personnes sur un peu cette partie-là. C'est-à-dire qu'en gros, il y a l'agilité, mais avant tout, il faudrait en fait comprendre pourquoi vous faites cette pratique, pourquoi cette cérémonie est importante, est-ce qu'il faut appliquer ça tout le temps. Voilà, en fait, c'était intéressant de travailler sur ça. Et la quatrième famille de compétences, c'était la partie travail en équipe. Comment binômer, comment travailler en mob. C'est pas un peu lié au... Ah oui, parce que je sais que le pair programming, c'est une thématique qui t'est plutôt chère, quoi. Ouais, exactement. Moi, j'en ai fait pendant 4 ans et demi, en fait, du pair programming à temps complet. Ça veut dire que lorsque j'arrivais le matin,
J'avais pas mon ordinateur qui était en fait un ordinateur à moi, mais c'était plutôt un ordinateur, une machine que je partageais avec un autre collègue qui était mon binôme. Tu as fait 4 ans et demi 4 ans et demi, ouais, pair chez un programming client, ouais. à temps complet. À temps complet, ouais. C'était en fait chez C'est pas fatigant au bout d'un moment Si, c'était fatigant, ouais. En fait, vraiment, c'était fatigant, mais c'était pareil, une compétence en plus. C'était une compétence en plus. Ça veut dire qu'en gros, lorsque je dis c'est une compétence en plus, ça veut dire qu'en gros, je peux être un bon développeur, mais ça ne veut pas dire que je suis un bon binôme. Et ça, en fait, c'est quelque chose où il faut faire en fait attention. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque je vais binômer en fait avec quelqu'un, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec des développeurs qui étaient brillants, mais dans le binômage, ils n'étaient pas aussi brillants que dans la partie technique. Parce que le binômage, ça nécessite... Grosso modo, c'est le moment où tu apprends aussi à faire une code review, une PR, une bonne PR, et à communiquer, faire un feedback à ton binôme en mode bienveillant. Oui, mais pour moi, ça dépasse ça. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, derrière, lorsque on dit en fait un peu, je veux faire en fait un review, c'est le code, il est déjà fait. C'est trop tard, en fait, je dirais. Ouais. Binômage, vraiment, ça veut dire qu'en gros, on va co-construire quelque chose en fait ensemble. Du coup, derrière, il faudrait en fait vraiment, il y a une partie de coordination qui est en fait assez importante, dans le sens où, voilà, en fait, si on va déplacer par exemple cette table-là, je pourrais tout seul avoir la force de la déplacer, comme tu pourrais avoir tout seul. Ou te faire mal. Ou me faire mal. Et des fois, en fait, on pourrait en fait faire ça à deux. Du coup, si on fait ça à deux, ça devrait être facile. Mais si on ne va pas bien se coordonner, ça pourrait en fait quelque chose qui rapidement pourrait devenir une tâche complexe. Et c'est pour ça en fait que lorsqu'on fait du pair programming, la partie coordination est une partie importante. Et il faut prendre le temps de se coordonner avec son binôme. Et après, derrière, il faut encore avoir de la patience parce que des fois, si mon binôme il a un avis différent, s'il souhaite faire les choses en fait d'une manière différente, il faudrait en fait prendre en considération un peu ce qu'il a envie de faire. Des fois, moi encore, j'ai envie en fait de mettre en place en fait des choses, mais je peux pas le faire parce que même si j'ai le clavier, c'est pas non ton plus code, en fait, voilà en fait une raison pour que j'écrive ce que j'ai envie d'écrire. Et puis derrière, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a un avis en fait avec une autre personne, derrière, des fois, on est rassuré. Des fois, ça permet encore de réfléchir en fait à deux. Le focus, il est beaucoup plus présent. Et c'est d'une manière générale, moi, en tout cas, je garde des très bons souvenirs en fait sur ces 4 ans et demi en fait de pair programming. J'ai fait pas mal de talks encore sur le sujet parce que j'avais plein de choses à raconter. Et moi, j'aime bien en fait raconter des fois des choses que j'ai vécues parce que ça part d'une expérience réelle et partager ça avec d'autres personnes. Du coup, c'était une très belle expérience. J'ai fait ça chez un éditeur financier, Bissam, et du coup, toutes les équipes Bissam, je profite pour leur faire un petit coucou. J'ai appris beaucoup en fait là-bas. J'ai appris beaucoup en fait d'agilité. Je parle là-bas en fait avec l'agilité, c'est-à-dire qu'en gros c'est là-bas que j'ai appris l'agilité, mais pas la partie cérémonie. La partie en fait vraiment pourquoi en fait on fait l'agilité. Alors pourquoi on fait l'agilité ? Alors pourquoi on fait l'agilité ? On fait l'agilité en fait sur les projets en fait souvent pour vraiment aller chercher en fait un feedback rapide, mais c'est pas ça ce que j'ai appris là-bas. Moi, ce que j'ai appris en fait là-bas, le contexte agile, je pense que s'il y a quelque chose que j'ai appris en fait chez Bissam que j'aime beaucoup, c'était en fait de partir de cette idée que lorsqu'on travaille en fait en équipe, on part tout le temps du principe que tous mes collègues font de leur mieux pour faire un bon travail. Et si jamais le résultat n'est pas au rendez-vous ou que la qualité en fait du travail en fait fait n'est pas au rendez-vous, c'est que dans nos pratiques, il y a quelque chose qui va pas, quelque chose à changer. Et pour trouver ce qu'il faut changer, il faut partir du problème, essayer d'avoir vraiment une analyse en fait assez, je dirais en fait factuelle, pourquoi il y a eu ce problème-là, se poser en fait des fois, peut-être 5 fois en fait la question pourquoi, et c'est vraiment ça que j'ai appris en fait chez Bissam, et je ne peux pas ne pas remercier Boris Gonod qui m'a beaucoup inspiré en fait dans mon expérience là-bas, et au passage encore voilà en fait dire et remercier Guillaume Michel qui lui en fait il m'a recruté là-bas,
Et puis après, j'ai oublié le nom de l'autre personne. Je sais le prénom, c'est Nicolas, mais j'ai oublié en fait le nom de famille. Je lui ai envoyé une invitation LinkedIn il y a 2 jours, 3 jours. Et il m'excusera. Et puis après, toutes les équipes en fait chez Bissam, je vais pas commencer en fait à citer les noms, sinon je vais oublier en fait pas mal en fait de collègues, mais je suis en contact pratiquement en fait avec tout le monde là-bas. Et j'ai adoré en fait ce que j'ai fait en fait là-bas. J'ai beaucoup appris. Ok. Donc du coup, la dynamique d'amélioration continue, en fait, c'est une des dynamiques les plus importantes pour toi dans l'agilité, en fait. Ouais. Du pourquoi on fait ouais. Après, en fait, tout ce qui est recherche de feedback en fait dans l'agilité, bien sûr, en fait, c'est important. Après, juste peut-être revenir en fait sur les 4 familles de compétences, sinon en fait je vais oublier. Du coup, en fait, il y avait ces 4 familles de compétences, et nous, en fait, dans la formation, on avait envie vraiment de travailler ces 4 familles de compétences. Du coup, sur chaque semaine, on a essayé de prendre un peu de compétences de chaque famille, et on a essayé vraiment en fait de mettre en place un programme où on travaillait un peu de bonne pratique, un peu d'expertise technique, un peu d'agilité, un peu de travail en fait en équipe. Et puis après, il y avait un autre sujet, c'est que j'avais envie vraiment en fait de s'inspirer. Alors c'était pas tout le temps en fait facile, mais des katas ou des exercices qu'on rencontrait en fait dans la vraie vie. Et du coup, on a pris des katas, puis après on a essayé en fait un peu de travailler en fait ces 4 familles de compétences. Et alors le craft, c'est tout ça, ou c'est essentiellement le premier bloc dont tu parlais, bonne pratique? Alors, dans la définition actuelle, enfin, tu sais, en fait, moi, au niveau de la définition, c'est pas que j'accorde pas beaucoup d'importance, parce que je pense en fait que c'est important, mais ça me fait penser par exemple à un des alchimistes, que lui, en fait, vraiment, il est très en fait attaché aux définitions en fait théoriques, et j'aime beaucoup en fait son attachement à ces définitions-là. Moi, j'ai pas en fait forcément c'est pas en fait l'alchimiste comme ça. Voilà, en fait, c'est l'occasion encore ce podcast de faire des coucous en fait pour l'ensemble des personnes avec qui en fait j'ai travaillé. Moi, en fait, pour moi, le craft, c'est ma compréhension en tout cas du craft de l'XP, c'est un peu en fait toutes ces familles en fait de compétences. Mais le craft en fait aujourd'hui, voilà, en fait, au niveau en fait de la compréhension, je pense que si on pose la question qu'est-ce que c'est le craft pour l'ensemble des alchimistes ou l'ensemble de la communauté, pour ne pas en fait rester concentré sur l'alchimiste, chaque personne va avoir en fait une compréhension différente. Moi, ces 4 familles de compétences, c'est un peu pour moi la synthèse de tout ce que j'ai appris de 2 mondes, craft et XP. D'accord, donc pour toi, ça rentre grosso modo de. Voilà, c'est un peu les deux, ouais, en fait. T'as écrit un bouquin sur le sujet? Oui, exactement, ouais, en fait, avec d'autres, pareil, encore d'autres collègues. Le bouquin, en fait, il est sorti en avril. D'ailleurs, je t'ai amené en fait un bouquin avec moi. Il faudrait absolument. Tu me dédicaceras. Oui, avec plaisir, ouais, juste pour ne pas oublier. Ouais, en fait, cette expérience était encore une autre expérience, c'est-à-dire qu'en gros, notre objectif, en fait, c'était encore de partager un peu nos connaissances, nos savoir-faire. Alors, à l'origine, en fait, le livre, on devrait en fait écrire un peu. On donne le titre. Ouais, c'est Software Craft, TDD, Clean Code et autres pratiques essentielles, avec mes collègues ou anciens collègues, avec Cyril Martrer, Arnaud Thieffen, Dora Bartagis, Fabien Higel et moi-même. Ah, donc du coup, c'est un projet, tu dis avec mes collègues et anciens collègues. C'est un projet qui est en dehors de ta casquette CTO, que tu as fait un peu projet perso, quoi. Oui. Perso, enfin, qui est quand même très proche du, voilà. du pro de ton rôle, mais ouais, ok. Je l'ai fait en fait sur mon temps personnel, en fait, principalement, comme en fait les autres auteurs encore, et ça reste quand même en fait un projet où tout le contenu que j'ai écrit, en fait, tout ce que j'ai écrit dans ce projet, enfin voilà, dans ce livre-là, c'est largement inspiré en fait de ce que j'ai fait en fait à la comp pour ma partie, et ce que j'aime bien, c'est que dans ce livre-là, c'est que le chapitre sur le pair programming, on a essayé en fait de l'écrire avec Fabien en binôme encore. Ça veut dire qu'en gros, on prenait des créneaux en fait tous les vendredis où
on écrivait en fait ensemble le contenu en fait de ce chapitre-là. On n'a pas pu. Vous avez fait du pair writing. Exactement. Ouais. Et c'était en fait vraiment génial. Moi, j'ai déjà en fait eu l'occasion d'expérimenter un peu parce que j'ai fait des présentations des fois sur le pair programming avec des présentations que j'ai préparées tout seul. Et une fois, j'ai préparé encore en fait une présentation avec toute l'équipe. Du coup, c'était vraiment en fait, on a fait du mob pour préparer une présentation sur du pair programming. Et là, avec le chapitre, avec Fabien, on a fait du pair writing, tu l'as dit, et c'était en fait des très bons souvenirs de cette expérience-là, écrire en fait en même temps avec une autre personne sur un thème. Alors, on peut pas le résumer en 3 minutes, mais s'il y avait 2, 3, 4 idées du bouquin que tu aurais envie de partager, ou des idées fortes, tu pourrais en donner? Alors, c'est compliqué. C'est compliqué voilà. Ouais. Et ben voilà, compliqué. C'est comme ça. Ouais. Je vais te dire, en fait, moi, ce que j'aime bien, en fait, dans ce livre-là, il y a, en fait, un chapitre que j'aime beaucoup, c'était, en fait, le chapitre sur le legacy. C'est une sacrée problématique. Voilà, et c'est Arnaud en fait qui a principalement en fait travaillé en fait sur ce chapitre-là. Moi, j'ai relu comme encore les autres co-auteurs et j'aime bien en fait ce chapitre-là. Je l'aime bien. Après, quelles idées fortes tu retires de ce chapitre du coup sur le legacy? Ce chapitre, c'était en fait un peu 2 parties. Et la première partie, c'était en fait comment je peux prendre en fait du code et après le rendre testable, puis après comment en fait je peux améliorer en fait la partie en fait legacy pour qu'elle soit en fait un peu plus évolutive, maintenable et durable. Et ce que j'aime bien. Et est-ce que la problématique est-il possible de rendre un projet legacy intéressant en tant que projet de refactoring? Alors, est-ce que tu l'adresses le côté intérêt de travailler sur un code legacy? Personnellement, ce que j'ai toujours dit en fait aux alchimistes, parce que c'est une question qui revient tout le temps, c'est que lorsqu'on parle en fait legacy, des fois il y a des développeurs qui disent moi je ne souhaite pas travailler en fait sur de legacy. Et ça m'a toujours surpris et dans ma tête, j'ai souvent, lorsque j'entends un développeur qui dit je ne souhaite pas travailler sur le legacy, ça me fait penser en fait à un médecin qui est dans son cabinet. À chaque fois qu'il y a un nouveau patient qui arrive, il dit ah mais mince, il y a encore un nouveau patient, mais c'est pas possible, les gens tombent malades, c'est inacceptable. Et du coup, pour moi, le développeur, notre travail au quotidien, c'est vraiment travailler avec le legacy. Alors, bien sûr, si on est dans un contexte où les gens ne nous donnent pas en fait la possibilité de travailler et d'améliorer ce projet legacy, là c'est problématique, mais un développeur, par définition, il devrait en fait tout le temps travailler en fait avec des projets legacy et faire en sorte d'améliorer en fait les projets et le code qui est legacy dans l'objectif vraiment de tout le temps en fait, je dirais tendre vers un code qui soit facilement maintenable, facilement évolutif. Je tiens en fait à ça parce que vraiment pour moi c'est notre travail un peu d'écrire en fait ce type de code que j'appelle en fait durable, un code durable. Minimiser la dette technique pour pas être obligé de refondre. Oui, voilà. Ouais. Derrière, minimiser la dette technique quand on peut, parce que des fois, elle est imposée. Alors, lorsque je vais écrire en fait du code from scratch, moi j'aime bien écrire en fait du code qui soit simple et qui soit en fait facilement en fait lisible. Et pour ça, j'ai les 4 rôles de Simple Design qui pilotent beaucoup ma façon en fait de travailler, d'écrire du code. Mais après, bon, facile à dire. Je ne sais pas si les personnes qui passent après un code que j'ai écrit, est-ce qu'en fait, ils trouvent que c'est simple ou pas. C'est quoi les rôles du Simple Design? Les rôles de Simple Design, il y en a 4. Alors, première règle, c'est une question que je pose souvent en fait, aux alchimistes. Du coup, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui me pose cette question-là. La première règle, c'est que tous les tests passent au vert. Alors, c'est Ken Beck qui a travaillé en fait sur ça. Non, je sens que j'ai posé une question bête. Non, t'inquiète. En fait, parce que derrière, des fois, voilà, en fait, t'en as en fait des questions ou en fait des choses qui existent et après tout le monde en fait connaît, mais on ne sait pas que ce sont les 4 règles de Simple Design. La deuxième, c'est de minimiser en fait la duplication. Et 3e règle, c'est maximiser en fait l'intention. Et la 4e règle, ça concerne en fait un peu le nombre de structures qu'on va utiliser en fait pour implémenter en fait une fonctionnalité. Du coup, entre la première règle et la 4e règle, je pense que la première règle, bon, quelqu'un en fait qui s'intéresse au craft, il va tout le temps écrire en fait des tests qui passent au vert, j'espère. Et puis après, si on applique la 2e règle et la 3e règle, la 4e règle est
je dirais en fait automatiquement en fait vérifiées. Du coup, dans les règles de Simple Design, les 2 règles les plus importantes, c'est la 2e et la 3e. Et au niveau de la communauté, entre JetBrains et entre CoreHands, il y avait en fait plein de discussions pour dire, on commence en fait d'abord par plutôt minimiser la duplication ou par maximiser en fait l'intention. Et après plusieurs années, il y a JetBrains qui a dit, peu importe ce qu'on va faire, on va tous les chemins mènent à Rome, et derrière, on peut commencer par la règle. Voilà, en fait, peu importe la règle. Sur son blog, il y a plein d'articles intéressants sur le sujet. Du coup, ces 4 règles de Simple Design, pour moi, c'est vraiment les bases de base. Tout développeur devrait quand même avoir à l'esprit. Voilà, ouais. Ok. Du coup, j'imagine ça fait également partie de ton rôle, justement, une des autres casquettes, outre recrutement et formation, la partie capitalisation, partage, favoriser le partage de veille. Ouais. Dans une ESN, ça fait partie des sujets que tu portes aussi. Oui. Bon, là, il y a le bouquin, bien sûr, ouais. qui est sur du temps perso, mais enfin bon, c'est quand même ce qui te permet de dire, voilà, je fais partie de ce mouvement, quoi, de partage, quoi. Oui. Après, ça reste dans la communauté craft, je veux dire, en fait, on a le concept de Raise the Bar. En gros, en fait, voilà, accompagner en fait les personnes qui n'ont pas forcément en fait de connaissance de tout ce qui est en fait principe craft, et essayer en fait vraiment de mettre en place des événements, des actions qui permettent de partager en fait un peu nos connaissances, nos savoir-faire. Et moi j'aime bien faire ça. Pourquoi ? Parce que je trouve en fait que à chaque fois que on a l'occasion de partager nos connaissances, on va quand même avoir en retour un feedback sur ce qu'on est en train de partager. Des fois, je pourrais par exemple expliquer un concept, si la personne à qui en fait j'explique ne réagit pas, en fait des fois je comprends que mon explication n'est pas en fait au top, et j'essaierai en fait de faire des efforts pour améliorer mon explication, pour creuser un peu, mieux comprendre un peu des concepts. Ça en fait c'est important. Après il y a encore la partie en fait capitalisation, ça veut dire qu'en gros voilà en fait des fois rien que les 4 semaines de training, c'est une sorte de capitalisation sur l'expérience des coachs qui ont en fait mis en place ça. Le livre, comme tu l'as dit, c'est encore en fait une autre sorte de capitalisation. Et capitaliser, pour moi, ça fait en fait partie des choses qui nous permettent en quelque sorte de gagner du temps et permettre aux autres personnes encore de gagner du temps. C'est comme lorsque je travaille sur un sujet pair programming pour moi, où en fait j'ai trouvé que j'ai tellement appris en faisant du pair programming sur moi-même, sur les techniques en fait du pair programming, ou pour moi tous les talks que j'ai pu en fait faire sur le sujet sont encore une sorte de capitalisation. Du coup, aujourd'hui même, lorsque je vais parler un peu de ce qu'on a fait en fait à la Combe, expliquer un peu le training, c'est encore une sorte de capitalisation sur une certaine en fait expérience. Du coup, c'est important. Après, dans une boîte, peu importe en fait, voilà, en fait, lorsqu'on travaille dans une ESN, on a plein de collègues qui ont travaillé sur pas mal de projets, qui eux en fait dans ce qu'ils ont fait vont en fait avoir beaucoup d'expérience, ils vont développer un certain savoir-faire, et derrière il faudrait en fait que le contexte permet de restituer en quelque sorte, oui en fait voilà, et capitaliser en fait sur ces expériences. Du coup en fait j'essaie en tout cas en fait de mettre en place pas mal d'événements côté en fait la Combe. Comme quoi vous faites Nous par exemple on a 2 événements en fait qui sont attendus en fait tous les ans. On aime beaucoup en fait les noms un peu particuliers en fait à la Combe. Du coup en fait il y a le grand laboratoire et le petit laboratoire. On est toujours dans l'alchimie là du coup. Exactement, ouais. Du coup le grand laboratoire c'est vraiment en fait une semaine de séminaires internes en fait à la Combe, où l'ensemble des salariés, des alchimistes, on va aller en fait sur voilà en fait on va faire en fait une sorte de retraite où on va travailler en fait sur les sujets avec un format forum ouvert. Très inspiré de ce que je fais en fait à Socrates France, on va en fait en parler. Et puis le petit laboratoire, c'est comme le grand laboratoire, mais sur 4 jours. Alors il y a 2 jours format forum ouvert, et il y a 2 autres jours où on va faire une activité
un peu fun. Du coup, en fait, on va souvent au ski, mais on essaie encore d'alterner un petit laboratoire en montagne et un autre petit laboratoire plutôt pas loin de la mer. D'accord. Voilà. Du coup, ça, en fait, c'est des événements qui permettent aux différentes personnes, voilà, ouais, en fait, de capitaliser un peu sur ce qu'ils vont faire, parce qu'il n'y a pas un format qui est, en fait, je dirais, en fait, imposé. C'est un format libre. Les gens, en fait, ils ont la possibilité de proposer ce qu'ils veulent comme sujet et de discuter avec leurs collègues et tout ça pour capitaliser un peu sur leur expérience en clientèle, mais encore sur d'autres sujets. Et puis derrière, on fait encore régulièrement... Il y a toujours quelqu'un qui a envie de... qui lève la main pour dire, voilà, j'ai tel sujet, je veux bien partager sur tel sujet. Enfin, ça se fait naturellement. Parce que du coup, pour expliquer, effectivement, toi, tu es co-organisateur d'une conf qui s'appelle la Socrates, où tu as rencontré Marvin. Exactement. Voilà. Ouais. Marvin avec Sofiane. Oui. Voilà. Et donc, c'est un format de conf qui est très particulier, parce qu'en fait, il y a pas de... tu peux expliquer, voilà. Je te laisse expliquer. Ouais, il n'y a pas d'orateur, en fait, c'est le format Open Space. Alors Socrates France, c'est la version française de la conférence Socrates. Et les conférences Socrates, ce sont des conférences européennes. Alors la première version, c'était en 2011. C'est en Allemagne que ça a commencé. Et l'idée, en fait, c'était en fait un forum ouvert en français, en anglais, en fait, c'est Open Space. Alors, il y a un excellent article qui explique un peu les différents concepts qui était écrit par Arnaud Lemaire et qui est disponible en fait sur Internet. Du coup, l'idée, en fait, c'est quoi ? C'est que la personne qui a mis en place pour la première fois ce type de ce format, il est parti en fait d'un constat, c'est que dans les conférences avec un format classique comme Devox par exemple, où on a des orateurs, on a un programme qui est prédéfini, bah lui en fait il a trouvé que pendant les pauses café, il avait en fait des discussions très intéressantes avec les personnes. Du coup, il aimait bien aller échanger avec les gens. Il trouvait en fait qu'il y avait une certaine liberté pour choisir le sujet, pour choisir en fait, avec qui discuter. Et c'est comme ça qu'il a proposé le format forum ouvert. C'est-à-dire qu'en gros, on arrive en fait le matin, on n'a pas un programme qui est prédéfini. Tu sais pas de quoi tu vas parler, tu sais pas avec qui. Voilà. C'est les participants qui vont en fait eux-mêmes construire en fait le programme. Ouais, mais alors quand tu t'inscris à ce type d'événement, tu viens pas en tant que consommateur, quoi. Non. Et c'est l'idée. C'est l'idée. Voilà. Tu le sais, tu viens en ayant déjà préparé. Préparé. T'es pas obligé. Tu sais qu'il y a des sujets sur lesquels tu aimerais creuser, tu aimerais confronter des idées et tu aimerais trouver des gens avec qui confronter des idées, quoi. Bah, t'as deux types de situations. Ou bien tu as déjà développé un certain savoir-faire sur un sujet et derrière tu te dis c'est intéressant quand même en fait, d'en parler, ou sinon tu t'intéresses en fait à un sujet et tu te dis ok, en fait je profite de cet événement où j'ai 40, 50, des fois en Allemagne en fait on était 200 personnes et tu as 200 personnes, tu te dis moi je commence à découvrir, je sais pas, je prends en fait n'importe quel sujet, Azure par exemple, les Application Insight dans Azure, et que derrière j'ai envie de savoir s'il y a quelqu'un dans la salle qui maîtrise ces sujets, qui peut m'accompagner sur ces sujets. Et du coup, en fait, derrière, ou bien je peux en fait animer un sujet, ou sinon, en fait, je connais pas le sujet, et derrière, en fait, je vais demander de l'aide aux autres personnes. Du coup, ce que tu as dit, en fait, est essentiel, c'est-à-dire qu'on vient pas à une conférence de type forum ouvert juste pour consommer l'information. Il faudrait, parce qu'il n'y a pas d'orateur. En gros, en fait, tout le monde est pareil. Les gens, en fait, participent à ce type en fait d'événement pour partager, pour proposer en fait des sujets. Et derrière, on n'a pas en fait d'orateur. Tout le monde en fait est orateur, tout le monde est participant en fait à la fois. Et c'est un peu en fait le format Open Space. Après, il y a les 4 règles de l'Open Space encore en fait qui existent. Je les connais pas par cœur, mais derrière en fait ils sont disponibles sur Internet. Moi, ce que j'aime bien, c'est en fait la règle qui dit que les bonnes personnes sont les personnes qui participent en fait à une session. Parce que souvent en fait ce qui va se passer, c'est que on propose un sujet et des fois en fait on a envie en fait d'avoir une dizaine, une vingtaine, beaucoup de personnes qui participent à notre session. Sauf que des fois, il suffit d'avoir 2 ou 3 personnes uniquement qui s'intéressent à notre sujet.
et derrière, c'est suffisant pour avoir une session en fait constructive et une session pertinente. Et moi, ça m'est arrivé, je me rappelle que ma première participation à Socrates Allemagne, alors c'était pas ma première conférence Open Space, parce que la première c'était en Angleterre, mais ma première en fait en Allemagne, à l'époque en fait je préparais en fait une journée en fait sur TDD. J'étais encore chez Arola et derrière c'était en fait une journée en fait que on souhaitait proposer pour des personnes qui viennent d'arriver en fait chez nous, et j'avais envie en fait d'avoir des retours sur cette journée. Du coup, je propose le sujet. Alors, lorsque tu proposes un sujet, tu as l'obligation quand même en fait d'aller dans la salle au créneau. Et moi, j'arrive, il n'y a personne qui est venu. Ah ouais? Ouais, il n'y a personne en fait qui est venu. Du coup, j'étais en fait quand même un peu vexé. Je dis mince, en fait, mon sujet en fait n'intéresse pas en fait les gens. Et en Allemagne, il y a quand même 200 personnes à peu près en fait qui participent à ça. Et puis derrière, voilà, en fait, je suis resté 10 minutes, 15 minutes, et après je me baladais pour participer à d'autres sessions, et plus tard, il y a quelqu'un qui est venu. Alors, j'ai oublié son prénom, mais c'est quelqu'un, en fait, c'est une personne, en fait, assez connue dans la communauté, en fait, en Espagne, la communauté, en fait, Craft aux îles Canaries. Et lui, il est venu, il m'a dit, mais Oussam, en fait, tu as proposé un sujet qui m'intéresse beaucoup. Du coup, en fait, si on trouve un petit créneau, j'ai plein de choses à partager avec toi. Et puis derrière, après le déjeuner, bon, on a pris, voilà, en fait, on a discuté, on a échangé ensemble, et je pense qu'on est resté à peu près 1h30, ça veut dire une session et demie à discuter. Il a partagé avec moi plein de choses. Et je donne en fait souvent cet exemple-là pour dire que lorsque vous proposez en fait des fois des sujets, c'est pas le nombre de participants qui va en fait plutôt voilà, c'est pas le nombre qui fait la qualité de l'échange. Exactement. Est-ce qu'il y a sur ces formats de conférences, il y a deux, trois il y a 2-3 choses qui toi t'ont fait accélérer ou réaliser des choses, et quelles sont les choses que tu as réalisées ou sur lesquelles tu as progressé Sur la partie TDD, par sur exemple, t'as réalisé quoi? Ouais, la partie TDD, ça veut dire qu'en gros, j'avais un programme quand même, en fait, à le définir. Ça m'a rassuré sur le contenu. En fait, à l'époque, c'était en fait genre juste avant Socrates France, c'est-à-dire que c'était en 2014. En fait, si je me trompe pas, du coup, ça m'a permis en fait encore d'être rassuré sur le contenu en fait de la journée. Ça m'a donné en fait une idée encore sur les différents sujets qu'il faudrait en fait aborder sur une journée en fait TDD. Et après sur d'autres, là en fait j'ai rien en fait qui me vient en fait à l'esprit, mais il y a en fait encore souvent en fait chaque année en fait c'est tout le temps, lorsqu'on participe à ce type de conférence, on dit tout le temps en fait be prepared to be surprised. C'est-à-dire en gros, voilà, soyez prêts en fait tout le temps à être surpris par le format, comment en fait ça fonctionne. Mais sur d'autres sujets en fait des fois j'ai pas en tête en fait un autre sujet, mais souvent en fait si en fait ça veut dire qu'en gros en fait derrière c'est comme exactement les 4 semaines de formation en fait à la Combe. Ce qui est en fait cool dans ce type en fait de conférence, c'est des fois en fait t'as envie, tu t'intéresses à un certain sujet, et derrière le fait de croiser en fait quelqu'un qui a un certain savoir-faire, il va partager avec toi les petits détails. Il va te faire accélérer sur 2-3 petites choses. Alors je dis pas que tout seul je vais pas y arriver, parce que tout seul je pourrais en fait regarder en fait par moi-même, mais en fait des fois si en fait j'ai quelqu'un qui va venir, qui va me dire par exemple, je sais pas, tu t'intéresses à TDD, bah tiens en fait il y a par exemple le livre de Corey Haynes sur la compréhension des 4 règles de Simple Design qui va vraiment en fait t'aider. C'est un livre en fait vraiment petit, et c'est vraiment en fait un excellent livre. Et ben en fait ce livre-là n'est pas en fait disponible un peu partout, et du coup derrière, lorsque j'ai trouvé en fait ce livre-là, moi j'ai trouvé que c'était en fait génial de pouvoir voilà en fait découvrir un petit bouquin qui fait même pas en fait 70 pages, et derrière quand même qui est en fait assez intéressant, qui est un concentré quoi. Voilà en fait c'est et les rencontres en fait souvent dans les conférences un peu Socrates, c'est comme ça. Moi je me rappelle par exemple qu'en Allemagne encore, j'ai eu en fait une discussion un peu sur des sujets sur des DD avancés avec Arnaud Lemaire. C'était en fait pendant en fait une pause, voilà, plein de discussions en fait super intéressantes avec Tobias, par exemple sur l'inclusion des femmes. Une fois, ça c'était à Socrates France, où on a fait en fait la conférence, et on avait uniquement 2 femmes qui ont participé en fait à ça. Et je sais que j'étais en train de discuter, puis après Tobias m'a posé la question, il m'a dit mais Oussam, est-ce que tu sais pourquoi une femme pourrait participer à une conférence?
Quand j'étais là, je lui dis, je pense la qualité en fait de la conférence ou la qualité en fait des talks. Ou il m'a regardé, il m'a dit non. Et je lui dis, alors c'est quoi? Il m'a dit, en fait, souvent la première raison, c'est parce qu'il y a d'autres femmes qui participent à cette conférence-là. Et pour moi, c'était en fait quelque chose à laquelle en fait j'ai jamais pensé. Du coup, les conférences, en fait, souvent, Socrates sont intéressantes. Alors, j'ai pas envie non plus de dire que les autres conférences au format classique ne sont pas intéressantes non plus. Ça, en fait, il faut savoir que voilà, il faut du tour en fait un peu. Voilà, en fait, tous les formats sont intéressants. Tout dépend qu'est-ce que j'ai envie en fait de faire, sur quoi j'ai envie de travailler. Perso, j'aime bien en fait les formats open space parce que j'ai une certaine facilité pour changer en fait par exemple de salle, pour arriver. Sujet, voilà, en fait il y a en fait la loi des 2 pieds qui est en fait omniprésente. Oui, et on l'a pas dit, mais c'est un format qui se tient sur 2 jours, quoi. Donc oui, ouais. Mais même sur moi, nous à la con par exemple, alors bien sûr parce que moi j'aime bien en fait ce format, mais on l'a déjà testé en fait sur des soirées de 2 heures et ça marche très bien. On l'a testé sur une demi-journée, ça marche super bien. On l'a testé en fait sur 2 jours et ça marche bien, et on l'a testé en fait sur une semaine et ça marche super bien. Ok. Est-ce que tu as d'autres casquettes? Et d'autres oui, facilitateur. Facilitateur ouais. de quoi? Tu facilites quoi? De conférences. En fait, c'est toujours en fait Socrates. Là, au mois de mars, j'ai facilité en fait Socrates Maroc. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est-à-dire qu'en gros, tu mets en relation des gens pour que ça avance. Alors Socrates Maroc, c'était un peu différent. Genre, même Socrates Canada, je sais en fait que une fois, il y avait des discussions sur Twitter, il y avait des personnes qui étaient installées en fait au Québec, et ils parlaient de ça. Et j'ai dit, mais pourquoi vous organisez pas en fait Socrates en fait Canada? Et c'est comme ça en fait qu'ils ont organisé une première version. Bon, après il y avait en fait le Covid, du coup il n'y a pas eu en fait d'autres versions, mais j'espère qu'ils vont reprendre en fait assez rapidement. Et Socrates Maroc, c'était un peu en fait dans la même idée, c'est-à-dire qu'en gros, et même Socrates France, moi j'avais pas du tout envie de organiser en fait Socrates par exemple France à Paris. Non pas parce que j'aime pas Paris, j'adore Paris, mais j'avais envie quand même en fait qu'il y aura d'autres événements qui soient plutôt en région. Parce que c'est intéressant en fait tout le temps encore d'aller faire des événements et de favoriser en quelque sorte et d'encourager un peu les événements qui se font pas uniquement dans les grandes villes. Et Socrates Maroc, je sais en fait qu'on recrute pas mal en fait de personnes qui viennent en fait du Maroc et qu'il y a beaucoup de talent là-bas, mais il y a des personnes qui ont envie de rester en fait là-bas, de travailler. Et j'avais envie quand même de travailler en fait sur ça. Du coup, j'ai eu une discussion avec Salah qui travaille en fait là-bas et lui en fait il a organisé, il m'a proposé en fait de faciliter l'événement. Alors facilitateur dans une conférence, Socrates c'est quoi? C'est quelqu'un en fait qui va faire en sorte d'aider en fait les participants pour parler facilement, pour que leur expérience dans la conférence soit en fait une très belle expérience. Du coup, derrière, voilà, en fait, tu vas être en fait un peu là, tu vas expliquer un peu c'est quoi en fait open space, tu vas encourager les gens à utiliser en fait la loi des 2 pieds, à proposer des sujets, à ne pas attendre par exemple parce qu'on a en fait l'événement qui est sur 2 jours, et souvent pour quelqu'un qui participe pour la première fois, ce qu'il va faire, il va dire bon, je vais pas proposer en fait pendant cette première journée mes sujets, je vais attendre en fait demain. Sauf que demain, c'est déjà trop tard, parce que déjà, en fait, il n'y a que 2 jours. Du coup, c'est vraiment un peu, en fait, voilà, comprendre les personnes qui vont participer. Bon, l'information, s'ils connaissent déjà, en fait, le format open space ou pas, c'est important, parce que quelqu'un qui a déjà fait, en fait, le format open space, il connaît, en fait, un peu. Ouais. Mais il faut jamais oublier non plus, en fait, derrière les personnes qui participent pour la première fois, encourager les anciens d'aider encore les nouveaux, parce que, je le rappelle, en fait, dans une conférence open space, derrière, on dit bonjour assez rapidement. C'est-à-dire qu'en gros, moi, voilà, j'ai participé à des grandes conférences. Des fois, lorsque je vois les gens avec le badge, je dis bonjour assez rapidement. Dans une conférence vraiment open space, en tout cas, en fait, les conférences Socrates, les échanges sont très faciles, très rapides, en fait, entre les gens. Et puis derrière, expliquer quand même, en fait, les concepts sur... surtout l'importance de ne pas en fait regarder le nombre de participants, avoir
qu'un en fait le courage, voilà, de proposer un sujet et un peu tous ces aspects. Et c'était en fait une expérience en fait assez cool parce que j'ai plus l'habitude d'organiser en fait Socrates France. Du coup, aller faciliter en fait Socrates Maroc, c'était pas mal. Sympa. Voilà, surtout que en termes de participants là-bas, il n'y avait pas que des personnes qui font du développement, mais on avait encore d'autres personnes qui étaient plutôt qui avaient en fait des postes et des rôles en fait un peu des niveau exécutif, en fait, je dirais, et puis derrière, en fait, d'autres personnes qui étaient plutôt, en fait, dans tout ce qui est, en fait, gestion, mais plutôt, je dirais, en fait, dans la partie gestion humaine, et ça, c'était cool. Ok, et pour me surprendre, t'en as encore d'autres, des casquettes, à la con peut-être Après, d'autres actes, quand je dis casquette, c'est recrutement, formation, capitalisation, organisation, il y a d'autres activités. Coach peut-être en fait un peu, coach en fait des fois en fait technique parce que j'anime encore en fait les formations. Il y a la partie préparation, mais en fait il y a la partie animation. Et après qu'est-ce que je fais encore? C'est pas, enfin je sais pas. Tu sais, en fait, des fois, des activités, mais après, derrière, c'est... Bon, ça fait déjà pas mal, hein. Ouais. Ça peut amener déjà à la question de comment on organise et on gère son temps. Est-ce que... il y a des priorités. Comment t'organises ton agenda avec toutes ces différentes activités? Alors, ce qui est vrai, en fait, c'est que, par exemple, toute la partie Socrates France, c'est plutôt, en fait, une gestion sur mon temps perso. La partie livre, par exemple, c'était sur mon temps perso. D'accord. Alors, l'écriture du livre, c'était quand même assez dur, en fait, au niveau de la gestion, en fait, de l'agenda, parce que... Bah oui, vous êtes 5, hein. Voilà, on est 5. Je crois que vous êtes 5. Oui, on est 5. Et après, derrière, en fait, encore l'exercice d'écrire, c'est pas, en fait, un exercice forcément facile pour moi. C'est pas facile, en fait, au niveau de l'écriture. Après, Socrates France... en fait, je co-organise. Il y a en fait d'autres personnes qui m'aident en fait dans l'organisation. Cette année, je pense à Michael Metzero qui m'aide beaucoup en fait depuis en fait la création. Puis après, il y a des personnes qui ont aidé en fait sur des éditions, pas en fait sur d'autres. Et pour cette année, il y avait avec nous Benjamin, Hugo, et il y avait encore Laurent Archimède pour l'organisation en fait de Socrates France. Du coup, en fait, ça, c'est sur mon temps perso, et ça va. Ouais, donc en gros, les journées sont longues, en fait. Exactement. C'est ça. Ouais, voilà. Puis après, derrière, ça dépend, en fait, je dirais, en fait, de l'événement, des fois, en fait, la priorité. Lorsque, par exemple, c'est Socrates France, et que je sais, en fait, que, voilà, j'ai encore un peu de temps, bah, ça pourrait... je fais patienter, en fait, en quelque sorte. Mais sinon, derrière, en fait, sur les autres sujets... par exemple, à la comp, c'est plutôt par promo. Ça veut dire qu'en gros, nous, en fait, on avait en fait l'arrivée en fait des promos. Du coup, c'est à l'arrivée de la promo que tu vas essayer en fait d'organiser en fait un peu ton emploi en fait du temps. D'accord. Ouais, mais j'ai pas en fait quelque chose en fait qui est assez secret en fait, je dirais en fait, ou assez catégorique en fait dans la gestion en fait du temps. C'est juste en fait que des fois, je sais que à un moment donné, bah là, en fait, il faut que je dise non en fait, à un projet où il faut en fait, travailler en fait, sur les priorités. Et pour que j'oublie pas, je travaille beaucoup avec les to-do. Du coup, je pourrais en fait, avoir des to-do. Le seul problème que j'ai, c'est que des fois... Tu fais un peu de GTD ouais, en fait, Getting Things Done. Et c'est en fait un livre que c'est... Gibrins qui m'a fait en fait découvrir ce livre-là. Moi j'aime beaucoup en fait Gibrins parce que j'ai beaucoup appris en fait de lui. Et en 2017, il a participé à Socrates France. J'étais en fait super content en fait de le voir participer à Socrates France. Du coup, c'est lui en fait que lorsque j'étais en train de préparer en quelque sorte le contenu de la première version de notre training à la comp, j'ai beaucoup en fait regardé en fait ce qu'il fait et que c'est là-bas, en fait, qu'il y avait cette idée, en fait, que lorsque tu as quelque chose, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, ce que j'ai appris, c'est que la tête n'est pas faite pour enregistrer, en fait, les informations et les données, elle est faite, en fait, pour être créative. Du coup, dès qu'on a quelque chose qui nous traverse, en fait, la tête, il faudrait, en fait, absolument noter ça un peu sur un papier. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as et tu as appliqué, il y a un papier, un stylo devant toi. Là, exactement. Et dès que j'ai quelque chose, j'ai envie en fait de parler de quelque chose, je le note en fait sur le papier.
Et c'est un peu comme ça en fait que j'organise en fait mon temps, c'est-à-dire qu'en gros je regarde en fait les événements. Derrière en fait je fais en fait tout le temps comparatif. Par exemple cette année par rapport à l'année d'avant, qu'est-ce que je vais faire de plus? Et derrière je sais que je vais avoir en fait une charge plus importante. Et puis en fait c'est comme ça en fait que j'adapte un peu mon emploi du temps. Ok. Bon, écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour de toutes les casquettes. Ça va être le moment de 2-3 petites questions finales dont j'ai l'habitude et le secret. La première, ça va être est-ce que tu as un proverbe ou une phrase, une maxime, quelque chose qui t'accompagne? Alors, il y a quelque chose que je partage tout le temps en fait, avec les alchimistes lorsque je parle des familles de compétences et que j'applique en fait sur moi, c'est que, et ça vient en fait du sport, en fait, c'est au sport que j'ai appris ça, c'est que des fois, enfin l'haltérophilie en fait surtout, c'est en fait on dit que tu peux en fait, c'est-à-dire qu'en gros en fait lorsque tu as plein de compétences, si tu arrives en fait à être excellent en fait partout, c'est très bien, mais souvent en fait c'est difficile d'être excellent partout. Du coup en fait faudrait en fait vraiment en fait d'essayer en fait d'être mauvais en rien. Et naturellement on va exceller dans un domaine ou dans 2 domaines, mais surtout il faut en fait qu'on cherche tout le temps à être mauvais en rien. Du coup ça c'est quelque chose que tu répètes quoi. Ouais, je répète et je l'applique en fait. Moi j'essaie vraiment en fait d'être mauvais en rien. Du coup dès que je vais voir en fait un peu que voilà en fait je sais pas, en 2015 en fait j'ai fait un talk en utilisant l'anglais et j'étais pas du tout content en fait de mes connaissances, mon vocabulaire en fait en anglais, de mon accent. Du coup j'ai pris en fait des cours en anglais et je continue en fait tout le temps quand même à chercher là où je suis pas content et j'essaierai en fait de plutôt monter en compétence sur les sujets où je suis pas bon. Ok, est-ce que tu as un surnom ou plusieurs surnoms? Alors c'est tout le temps en fait compliqué en fait de dire est-ce que je partage en fait les surnoms en fait ou pas, tu sais. Mais en fait pour le podcast, je vais le faire. Il y en a en fait des personnes qui peuvent m'appeler Ous en fait des fois. Un petit diminutif du coup. Ouais, voilà. Il y en a en fait une de mes collègues, petit coucou pour Salomé, qui aime m'appeler Fakitou. Et puis après, dans la salle de sport où je fais de l'haltérophilie, il m'appelle en fait le chinois en fait de la salle. Alors pourquoi? C'est parce que j'ai pas mal en fait de mobilité lorsque je fais en fait les mouvements en fait d'haltérophilie et tous les athlètes chinois sont très mobiles. Du coup, ouais, en fait, il y a quelques coachs qui t'appellent le chinois. Ouais, le chinois de la salle, ouais, en fait, ils peuvent m'appeler. Ce que je prends, voilà, en fait, voilà, la souplesse, c'est quand même en fait quelque chose, ou la mobilité, en fait, c'est quelque chose d'assez cool, en fait, lorsqu'on fait ce type de sport. Voilà. Mais moi, j'aime pas. Je préfère en fait que les gens quand même en fait utilisent en fait mon vrai prénom Oussam pour m'appeler. Je suis pas un grand fan en fait des surnoms. Des surnoms. Ouais, voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a une dernière question que je t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose? Je pense que comme je t'ai dit en fait, lorsque je suis venu, j'avais pas en fait des attentes particulières en fait dans ma tête. Non, en fait, j'ai apprécié en fait les échanges, en fait les discussions, le format, et puis derrière surtout j'ai aimé le setup, le fait que tu me prépares par rapport en fait à ça. Et puis non, en fait, tu vois, dans l'open space, on dit en fait tout le temps ce qui s'est passé dans une session, c'était en fait la meilleure chose qui pourrait en fait arriver. Du coup, derrière, pour moi, ce podcast, les questions que tu m'as posées, c'était en fait les bonnes questions. C'était les bonnes questions. Voilà, et ben écoute, je te remercie de cette conclusion. Merci à toi. Et je te dis très bientôt et très bonne continuation. Merci beaucoup pour Salut. l'invitation. Ciao. Salut Sam. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.